Alors, j'ai un invité avec moi qui est vraiment qui a beaucoup de choses à nous raconter au niveau historique. Allez-y, monsieur. Mon nom, c'est Siméon Boucher, un vieux de la place, natif de la place. Mon arrière-grand-père était meunier à la seigneurie, fait que je connais la place, puis un peu l'argent quartier aussi, parce que j'ai vécu là-dessus. Mon père était contremaître pour la Donnacona Paper. Okay. Après ça, c'était la Domtar. Oui. Fait que... Meunerie à la seigneurie. Là, vous parlez de où, là? Le moulin qui est au pied de la côte, là-bas, la grosse bâtisse de pierre qui est là. OK. Mon arrière-grand-père était meunier là. Ah oui? Ouais. C'est lui qui l'a bâti. OK. Parce qu'il était, menuisier, charpentier, forgeron. Il faisait tout. Fait que mon père était pareil. Nous, chez nous, on faisait toutes nos affaires, nous autres mêmes. OK. Le fer, on s'organisait pas mal, puis le bois encore mieux. Puis, Là, vous avez deux outils à côté de nous. Ça va nous permettre de raconter votre histoire parce que vous avez été draveur dans votre jeune temps. Expliquez-nous ça un petit peu comment ça marchait. Ça a commencé que mon père était contremaître. Mais moi, l'été, dans le temps des vacances, je voulais trouver une job. Fait que, puis le grand boss de ça, c'était un de mes oncles. Ben, il dit, tu veux traîner le lunch des draveurs? Mais il dit, ça va être de la marche. Ah, le père, il dit, pas de problème. Fait que j'ai embarqué là-dessus. Fait que j'embarquais avec le truck le matin jusqu'à amener les hommes ou l'autobus. Puis là, je savais que moi, je retournais au camp. On peut préparer le lunch pour 25, 30, 40, ça dépend. Puis là, j'avais une grosse boîte de tôle. Lui, je m'embarquais sur le dos, c'était la vaisselle, il y avait la dette, tout ça. Puis là, vers 10h30, 11h, je rembarquais dans le truck. On me reconduit jusqu'à les draveurs. Puis là, si j'avais le droit de faire un feu, là, je faisais un feu. Je fais chauffer les bines, puis le ragoût, puis la soupe au pois. Puis là, je préparais tout ça. Puis après le dîner, je ramassais ça, tout ça. Puis là, je ramenais. Un bon coup, j'étais curieux de faire ça. J'ai dit à mon père, il dit, tu vas embarquer sur la trappe, puis tu vas faire comme les autres. Il dit, tu vas te mouiller, tu vas te salir. Fait que l'année suivante, j'ai embarqué sur la trappe. Et que les premières journées, c'était long, hein? Tirer du bois à l'eau, là. Puis marcher dans la vase, des fois, ici. Le bord de la rivière, c'est rare que c'est bien beau. Ou bien dans la roche. Puis mon père, il dit, la gang, là, il n'y a pas de parenté, hein? T'as compris? Il dit, c'est pas à cause de mon fils. Il dit, tu vas voir les plus beaux. C'est la même chose que les autres. C'est ça. Les bûches sales ou pas sales, t'es prends. Puis la trou de vache, tu marches là-dedans comme les autres. Fait que j'ai compris. Fait que des fois, en rivière, un peu sale, en tout cas. Mais non. C'était une belle expérience. À fil des années, au bout de 3-4 ans, pendant l'expérience un peu, il y avait un monsieur qui était un vétéran de la Dernière Guerre mondiale. Il avait été au camp de concentration à Vancouver, puis il connaissait l'eau, c'était un ancien marin. Il était à bout de boat complet. Fait qu'il dit, tu vas embarquer en avant, tu es bouché, tu vas piquer en avant. Ça, c'est quand on partait, qu'il y avait une roche dans le milieu du rapide, puis il y avait un tas de bois dessus. Il fallait aller chercher. Mais là, il faut que tu regardes parce qu'il dit, on n'arrête pas, parce qu'on va prendre de l'eau. Fait que je regardais à mon avis quelle bûche que je vais piquer pour tirer à la bonne. Puis là, c'est pour ça que là, je piquais ma gaffe, puis là, je donnais un coup, puis là, il disait au Robert, OK, gars. Puis là, les gars me retenaient. Puis là, si la jambe ne partait pas, là, hey, là, t'as pas piqué la bonne bûche. Fait que, mais on en prend vite, là. Fait que, je veux juste la montrer, là, parce que vous avez encore votre c'est une gaffe qu'on appelait ça? Une gaffe, oui, une gaffe. Mais ceux-là, je ne m'en ai pas servi beaucoup, moi. Okay. Ça, parce que moi, j'avais les nouvelles gaffes qui étaient machinées. Okay. Puis le bois, c'était du bois tourné, du chêne ou du frêne tourné. Okay. Après ça, ils ont sorti les manches en aluminium. Okay. Mais l'aluminium, je n'ai jamais aimé ça. Ça glisse, hein? Ça glisse, puis ça n'a pas de swing, ça n'a pas de pesanteur pour piquer. Okay. Mais ceux qui n'étaient pas trop vaillants, mais ils aimaient ça. Mais non, mais j'ai toujours aimé une bonne gaffe de bois, là, comme on dit. Puis, ce qu'on faisait, on l'a dans le bois, on gommait nos gants avec la gomme de sapin. Quand vous parlez dans le bois, c'est dans le parc Jacques-Cartier? On a tout fait notre parc à l'arrière, oui. Ouais. J'ai parti du Grand Lac Tourisky, aller jusqu'à Donnacona, là. Oui, puis là, vous me disiez que les rapides à Pont-Rouge, il n'y a pas de problème, la gorge, on y va. Ah oui, ah oui. Okay. Avez-vous eu peur des fois? Jamais. Jamais? Je ne sais pas nager. Ah, sérieusement? Ah oui? C'est juste de ne pas tomber. Non, mais j'avais un bon équilibre dans le temps, là. Oui. Puis j'étais assez souple. Puis j'étais assez vite.
porter. Vous racontiez aussi que vous étiez surveillé par votre boss en hélicoptère pour ne pas échapper de bois non plus. Hein? Oui, bien, il passait toutes les semaines, les fins de semaine, on voyait passer l'hélicoptère. On savait que c'était un ami au galère, puis il passait. Il était pas malin. Il a soupé chez nous assez souvent. Non. Pour voir ça, pour une bûche, je ne chialais pas, mais ça avait oublié un tas de bois quelque part quand même. Pourquoi tu as oublié ça? Parce que mon père était contremaître, mais il y avait un sous-contremaître qui faisait de l'autre bord. Puis mon père ne traversait pas tous les jours de l'autre bord, voir ce qu'il était rendu, puis ce qu'il avait fait. Tu sais. Oui. Puis le père, il dit, regarde, il fait confiance à ses hommes aussi. Hein? Puis ça arrivait des fois que les gars, ils en cachaient. Plutôt des choyés dans la vase. Il n'a plus, là. Mais c'est pas souvent. On ne s'est pas fait jouer trop souvent. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait plus longtemps? Je vais vous dire une affaire. Hein? Les jeunes de mon âge ont tous voulu travailler. À faire ça? À faire ça. Okay. Parce que c'était dur, mais c'était le seul ouvrage qui passait dans la paroisse durant l'été, puis qui engageait des jeunes. Okay. Et le Normandin, là, ça c'était un trou, ça s'emplissait de bois, il était à 3 semaines là, avec des chevaux, là, à vider ça. Là. Ah oui? Ouais. C'était des jeunes qui chargeaient les voitures. OK. Puis là, il restait dans le village, il venait à pied. C'est pour ça que c'est assez plane puis ça descend. Ouais. Là. Il y a un gars qui a usé 3-10 roues à remplir ça. Là. C'était un trou, ça s'emplissait ça, bien plus grand que ça. Là. Ah oui? Ah, ouais. Ben, le chemin ne passait pas là non plus, il passait ici. Ouais, fait que, le pont, là, c'était un trou, puis ça s'emplissait de bois. Puis, non, c'était. Mais c'était. L'hiver, il y avait des dompes de bois. Quand il a commencé à sortir à la charrier avec les trucks, les chevaux sortaient ça au chemin de truck. Puis les trucks allaient domper ça dans des dompes du long de la Jacques-Cartier. Puis nous, on travaillait sur les dompes, on mettait des madriers qui peuvent reculer puis ils dompaient. Il y en avait une à Shannon, une à Stoneham. Il y en a une à Pont-Rouge. Pont-Rouge était permanente parce qu'on l'avait faite en bois puis avec de l'acier dessus. Et ils dompaient 12 mois par année. Là. Hey, en terminant, j'aimerais qu'on parle de ça parce que c'est très important. Vous avez aussi fait de la glace. C'est très important. Je l'ai fait aussi pour la dompteur, ça. À un moment que la glace était bonne pour nous porter un homme, on l'a fait des trous pour l'épaissir. On la grattait. Après ça, on était capable d'embarquer un cheval, un petit cheval tête pesant, avec une gratte à manchon, on appelle. On la grattait. Puis là, ça fait monter de l'eau dessus. Puis quand on est assez épaisse, à un pied et demi, on commençait à en couper pour les particuliers. Là. Puis là, c'était pas loin de sortir. Là, fait. Puis, durant l'hiver, elle épaississait. On a coupé ça. On commençait à couper après les fêtes. Puis on arrêtait au début de mars. Quand ça commençait à être dangereux. Ben oui, non, c'est parce que là, comme on dit, la glacière était pleine. Puis, c'est ça. Puis nous, on avait à la cabane à sucre, il fallait prendre soin, fait qu'on avait assez. Puis là, vous gardiez ça avec du brin de scie, je pense. Du brin de scie, oui. Ouais, c'est ça, hein? Fait on faisait les cours le tour des moulins. On avait des poches de moulins vides, on remplissait ça de brin de scie. Pour mettre ça dans la grange, c'était ça, de relater. Ben oui. Puis l'automne, l'hiver, quand on faisait ça, on emmenait les poches, on mettait ça. Quand on mettait un rang de glace, on étendait du brin de scie dessus. On mettait un autre rang de glace. Mettant du brin dessus. Ça, c'est une de vos petites, hein, parce que c'est plus gros que ça. Oui, on avait plus gros que ça. On avait des blocs de 3 pieds carrés, c'est qui pesaient 1000 livres. Fait que ça prenait des grosses pinces. Ben oui, j'imagine. Ça prenait un gros temps pour le sortir. Mais non, ça donnait l'ouvrage. L'hiver, on était 6-7 là-dessus. Puis on coupait à peu près un mois de glace qu'on coupait. Là. On coupait pas non plus tous les jours parce qu'il y a des journées que... C'était moins non, c'est pas ça. Puis quand il fait mauvais et qu'il vente, puis ça, là. Puis, non, c'était le bon temps. En tout cas, c'était bien intéressant. Merci beaucoup de vos histoires. C'était très gentil. Mais si quelqu'un a fait seulement 2 jours de drive, il s'apercevrait que c'est pas poussé à crayon. Non, ça c'est sûr. Puis que le 14 piastres qu'on gagnait par jour dans ce temps-là, là, il était fraîchement bien gagné. Oui. Parce que moi, j'étais payé, j'étais du bois là. Les cultivateurs accordaient du bois sur le bord de la rivière l'hiver. Puis la compagnie gardait une pièce la corde. Puis quand la terre arrivait et qu'il n'était pas jeté, il payait un gars pour aller le jeter à l'eau. Il me donnait une pièce. Il était un samedi, j'ai jeté 50 cordes de bois à l'eau.
Puis le chef muséral ne le croyait pas. Mon père, il a dit ça le dimanche matin. Dimanche après-midi, il dit, tu vas venir me montrer où? Tu me montrer où? Il t'a pas fait ça avec samedi. Mon père, il dit oui. Il dit, t'as quoi pas? 50 cartes de bois, là. Mais j'étais brûlé, bon. Oui, j'imagine. Mais c'était... L'ouvrage va pas mourir. Alors, on est vraiment choyés aujourd'hui. On est vraiment dans un lieu extraordinaire. J'aimerais que vous nous le présentiez, justement, ce beau lieu. Bien, c'est pas moi qui va vous le présenter beaucoup, mais moi, je vais vous présenter celle qui est propriétaire de ce lieu-là, puis elle a mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts et beaucoup de sous aussi pour en faire ce que c'est aujourd'hui, ce que vous allez découvrir avec nous autres. C'est comme tu viens de le mentionner, c'est extraordinaire d'avoir un site aussi près. On a l'impression qu'on est en ville, mais on est aussi ailleurs. Puis il y a des choses ici, là. Vous allez voir, même les arbres sont extraordinaires, là. Il y en a, ils sont super immenses, gros, là. Mais ça, c'est un détail par rapport au reste. Ça. Fait que je vous présenterai Mme Odette Dick Deschaines. D'accord. Je lui cède la parole. Merci. Merci. Bonjour et merci beaucoup de nous accueillir ici. Oui. C'est très gentil. Bonjour, bien, ça me fait bien plaisir. Le site appartient à toute la Sainte-Catherine. Alors, je suis très heureuse que vous puissiez le faire connaître davantage. Présentez-nous toute l'histoire de cette maison, de ce domaine. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Bien oui, en effet. Alors, la seigneurie, puisque nous sommes sur le site de la première seigneurie qui s'est appelée Fossambeau. Alors, elle a été créée en 1693. Et puis, mais elle n'a pas été exploitée tout de suite. Okay. Alors, elle a été exploitée par trois Antoine. Alors, Juchereau du Chêné. Oui. Alors, le premier a fait ouvrir le chemin pour aller jusqu'à Fossambeau à partir des Jésuites, c'est-à-dire à partir de Sillery, disons à peu près. Ensuite de ça, le deuxième a construit le premier moulin à la Rivière-aux-Pommes. Et puis, après ça, c'est le troisième Antoine, mais le petit-fils de l'autre, qui a construit ici tout cet ensemble seigneurial qui est le manoir, le moulin banal, qu'on appelait banal, et le séchoir à grains. Okay. Alors, ça date de quelle année ici environ? Là? Bien, ici, ça s'échelonne entre 1823. Okay. Alors, il y a un contrat pour la construction du moulin en 1823. Ensuite de ça, très peu de temps après, peut-être 2 ans plus tard, on a celui du séchoir à grains. Et puis, le manoir, lui, a été créé, élevé, ils appellent ça élevé le manoir, en 1847. Alors, c'est par le petit-fils d'Antoine, le seigneur, excusez, le seigneur Antoine II. Antoine Juchereau, le deuxième, le sénateur, qui a eu une vie très mouvementée, alors qu'il a eu, entre autres, la première séparation de corps de son épouse. Alors, c'était un homme assez reconnu, qui a été très bien... il y a eu beaucoup de publicité autour de sa vie privée. Et alors, quand il a fait son testament, il a laissé la seigneurie de Godarville, qui lui appartenait aussi, à son fils Michel, mais la seigneurie de Fossambeau, il l'a laissé à un petit-fils à venir. Okay. Et Michel n'était même pas marié. Et puis, alors, le seigneur meurt en 1806. Et puis là, son fils se marie 2 ans plus tard. Et puis, son petit-fils naît, 1809.
Mais le Seigneur était pas mal ratoureux, comme on dit. Alors, il a dit, je vais laisser l'usufruit de Fossambeau à mon fils. Mais oui, mais l'usufruit, il n'y avait rien. Alors, il fallait que Michel retrousse ses manches et puis qu'il montre qu'il était vraiment un seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un seigneur? C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une vision. C'est quelqu'un aussi qui fait appel à des gens comme au cartographe pour voir quelle est l'étendue de son domaine, de quelle manière il va pouvoir le distribuer à des censitaires, puisqu'il est le seigneur, donc ça devient des censitaires, les personnes qui l'occupent. Et puis, alors, c'est aussi une personne qui doit avoir des sous. Parce que dans ce temps-là, quand un seigneur engage quelqu'un, il doit lui fournir pendant 3 ans le logement et la nourriture et aussi les graines de probande pour que quand il aura défriché son terrain, il soit capable de semer le blé. Dans le fond, on lui donnait un grand territoire, on lui disait développe-le. On ne veut pas savoir comment, mais développe-le. Exactement. Puis c'était mieux que ça même. Quand la Compagnie des Santé Associés, qui est à cette époque-là, qui administre la colonie pour le roi et pour Richelieu, dans ce temps-là, ils ont même dit il faut que vous engagiez des gens à partir de la France. Parce qu'il n'y a pas personne là-bas qui se renouvelait suffisamment. Ça nous prenait aussi tous les genres de métiers, hein, jusqu'à des serruriers. Alors, vous savez, alors c'est pour ça que là, les Juchereau, ils sont partis, 2 frères. Ils sont partis du Perche en 1634 avec Champlain. Ils ont signé 38 contrats au Perche, dans leur municipalité et autour, et pour les amener ici. Alors, mais à ce moment-là, ils n'étaient pas encore rendus à Fossambeau, comme je vous ai expliqué. Alors, ils étaient plutôt vers Québec. Ils ont eu la seigneurie de Mort. Et c'est la première seigneurie qui leur a été offerte et qui est la seule, en fait, dont ils ont eu directement l'attribution du roi. Les autres, ils les ont eus parce qu'ils se sont mariés avec des filles riches. C'est pour ça qu'on parle de Saint-Augustin de Desmaures. Hein? Ça vient de là. C'est exactement, vous avez bien raison. C'est que le roi lui avait donné ce qui pourrait être aujourd'hui Sillery. Et puis, jusqu'à Cap-Rouge. Mais après ça, Montmagny est arrivé et puis il a dit là, il faut que Québec se développe et puis, alors vous êtes trop près. Alors, il les a repoussés derrière Cap-Rouge. Alors, ils ont conservé quand même ce qu'ils appelaient une partie de leur seigneurie parce qu'ils avaient déjà un moulin hydraulique. Ils étaient les premiers avec les Jésuites à avoir un moulin actionné à l'eau. Alors, parce que la plupart des gens avaient des moulins à vent. Alors, un moulin à vent, bien, vous pouvez seulement qu'avoir une meule. Alors que si vous avez un moulin à eau, vous pouvez avoir au moins 2 meules et même davantage. Ici, il en a eu 4. Dépendamment de la grosseur du ruisseau ou de la rivière qui vous a. Hein? Alors, c'est comme ça que les Juchereau sont arrivés avec, il s'appelait Juchereau de Mort, de son nom d'Europe. Et c'est comme ça qu'il a développé Saint-Augustin et que c'est devenu Cap-Rouge-Saint-Augustin. Et puis, c'est resté dans la famille. De sorte que Antoine, celui de 1800, qui meurt en 1806, il a 5 seigneuries. Ah oui. Il a aussi Saint-Roch-des-Aunais. Beaucoup de gens chez vous doivent savoir que c'est à Saint-Roch-des-Aunais, ce sont aussi des Juchereau qui ont développé. Okay. Alors, c'est Nicolas qui demande au roi, pour son fils de 6 ans, de créer une seigneurie et qu'il l'appelle Saint-Roch-des-Aunais. Alors ici, à Fossambeau, on développe d'abord le bois. Okay. Alors, le Michel en question, dont je vous parle, mais même avant, c'est en 1745 que le premier Antoine développe, c'est Godarville, la seigneurie de Godarville qui arrive jusqu'à Valcartier et qui leur appartient à eux autres aussi, mais parce qu'ils ont marié une fille riche, Catherine Peuvray. Alors, dans la dot de Mme Peuvray, à un moment donné, ou dans le règlement des successions là, des Peuvray, c'est Ignace Juchereau qui en devient possesseur, qui la transmet à son fils Antoine. Et Antoine, déjà, installe, c'était juste probablement un moulin à scie, et on écarissait le bois.
parce qu'à ce moment-là, au début du 19e, on descend le bois. Évidemment, eux, ils sont à Saint-Augustin aussi, comme je viens de vous dire. Alors, ils amènent au fleuve leur bois. Et puis, de là, on l'amène par bateau, des schooners, je ne sais pas comment vous appelez ce bateau-là, là, mais on les amenait jusqu'à la rivière Saint-Charles. Le blé faisait la même chose. Le blé, on le portait au fleuve et il était transporté jusqu'au marché. Alors, c'est pour ça que quand on parle, après ça, quand en 1854, on décidera de finir le système seigneurial, notre Antoine, qui est ici, seigneur, se demande comment ces censitaires vont s'organiser. Vous arrivez ici, vous faites un sac de farine, 10 sacs de farine, qu'est-ce que vous allez faire avec? Il faut que vous les vendiez. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Alors, vous savez, il a eu beaucoup de préoccupations. Il a hésité pendant 5 ans avant d'accepter son cadastre. Et puis, à la suite de ça, bien là, ça s'est réglé. Et puis, il a dit, je vais continuer si vous voulez. Alors, le moulin a marché jusqu'à 1900. Ah oui? Oui, c'est son fils Arthur qui en a hérité. Et puis, jusqu'en 1903, là, il est décédé. Là, c'est la grand-mère d'Anne Hébert qui en a hérité, qui l'a acheté de la veuve de son frère, d'Arthur. Et puis, elle l'a vendu à sa nièce, Madame Garneau, la mère de Saint-Denis Garneau. Oui, là, vous avez chevauché beaucoup de grands personnages de Sainte-Catherine. Oui, alors c'est ça, c'est la ligne directe. OK. Alors... Là, je vais vous passer le président, parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à nous dire, là. Hein? Non, mais je pense que c'est assez complet là, au niveau des successions, puis arriver au premier propriétaire qui a développé, là, puis qui a mis en branle tout ça là, pour que ça fonctionne. Puis je pense que c'est un très bon résumé. Oui, hein? Ça fait une bonne page d'histoire. Mais moi, j'ai le goût de vous poser une question avant qu'on aille visiter un petit peu. Vous situez où? Pourquoi vous êtes ici? Mais moi, je suis tombée en amour avec l'endroit. J'étais veuve depuis quelques années. Je suis née à Québec, c'est-à-dire je suis née pas tout à fait née, puis je suis arrivée ici à 8 mois à Québec et j'ai été élevée et j'ai vécu les premières années de mon mariage à Québec jusqu'en 69. Alors que là, avec ma famille, nous sommes allés vivre à Montréal. Alors là, devenue veuve, j'ai cherché à me revenir à Québec pour renouer les liens avec ma famille, dont plusieurs membres étaient encore ici, dont le docteur Luc Deschênes, puis ma sœur, Mme Pauline Chauffrillon, et puis mon beau-frère, Antoine Dumas, l'artiste. Et puis, alors, comme vous voyez, j'espère que j'en oublie pas, là. Et puis, c'était pour renouer et avec mes compagnes de classe, mes amis. Alors, puis quand j'ai pris possession du manoir, j'ai découvert la liasse de documents qui remontaient, certains documents remontent jusqu'à 1806, le testament. Alors, ça m'a vraiment piqué la curiosité. Là, vous êtes devenue une férue d'histoire. Oui, vous avez raison, parce que c'était pas du tout mon domaine avant. Ouais. C'était la littérature. C'était quoi les devoirs des gens comme les censitaires, par exemple, eux autres, parce qu'ils devaient avoir des devoirs aussi envers le Seigneur, là? C'est-à-dire, comme je vous disais tantôt, pour les 3 premières années, ils étaient évidemment obligés de rester à l'emploi de ce seigneur-là. Peut-être qu'ils n'aimaient pas le meunier, hein, parce que le meunier restait dans le moulin, puis c'est lui qui les recevait. Puis, alors, il y avait des fois des gens qui se plaignaient que le meunier, vous savez, il fallait qu'il entretienne les pierres pour que ça écrase bien, puis que ça fasse de la belle farine. Alors, il y avait des fois des chicanes de gens à cause des meuniers. Et puis, donc, les 3 premières années, il était obligé de rester avec cet homme-là. Les premiers temps, vous comprenez, quand on vous donne un terrain tout en bois debout, il faut le bûcher. Alors, il fallait qu'il demeure ailleurs. Alors, on connaît, vous savez, ici, la plupart des gens connaissent O'Sullivan, la famille O'Sullivan, le père et le fils. Alors, eux, ils avaient loué une ferme à Valcartier. Parce que, comme je vous disais tantôt, Valcartier, c'était Godardville, là, qui partait de la route qui avait été bâtie, qui avait été ouverte, et puis qui longe, oui, maintenant, c'était Saint-Gabriel, et puis ici. Alors, il pouvait, par Godardville, arriver au lac Saint-Joseph. Et il était toujours chez lui, là, lui, parce que les deux seigneuries se touchaient par derrière la seigneurie de M. Bonhomme, là.